Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce lundi, effondrement des échanges entre le Cameroun et le Tchad, la principale route reliant les deux pays coupée après l'écroulement du pont de Palar dans la région de l'extrême nord. La furie des pluies torrentielles à l'origine des dégâts, point de la situation et mesures prises par les autorités en ouverture du 20h30. Couverture santé universelle, traitement choc contre le syndrome du financement. La question des ressources financières désormais est réglée par un partenariat public-privé. Les regards sont rivés vers la mise en œuvre de cet instrument de politique sanitaire. Explication de Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, dans un entretien en direct dans ce journal. En sport football, CHAN Cameroun 2021, 30 lions adressés pour rugir et dévorer en temps de Covid-19. Ces joueurs de la sélection A' sont convoqués en stage du 15 au 20 septembre prochain par l'entraîneur-sélectionneur national Yves Clément Aroga. Liste complète dans un instant. Voilà pour les titres et d'abord le message du chef de l'État. Avant les détails. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Impossible de se rendre au Tchad par la route principale à partir de l'extrême nord. Le pont de Palar dans le département du Diamaré s'est effondré à la suite de violentes pluies du week-end. Le gouverneur de la région, Mindiawa Bakari, est allé immédiatement évaluer la situation. Constat et solutions envisagées. Aladi Mustafa. Voici ce qui reste du pont de Palar, situé sur la nationale numéro 1, reliant Maroua à N'Djamena, la capitale tchadienne, en passant par Mora et Kousseri. L'ouvrage a cédé sous la pression des eaux suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la ville dans la nuit de dimanche à lundi. Il y avait 2 benskinners sur le pont qui traversaient. Ils ont suivi le bruit des piles de pont qui avaient bougé. Lors de l'écroulement du pont, lui, il était sur le pont, mais il a accéléré fort et du coup, il a échappé. Les autorités locales, descendues sur le terrain pour évaluer les dégâts, proposent des solutions provisoires pour rétablir la circulation. Nous avons pour le moment encore le pont vert, bien que entamé par endroits qui peut encore servir. Mais pour combien de temps? Nous allons immédiatement informer la hiérarchie à l'effet de réhabiliter le radier qui est juste le pont de Palar. Plusieurs quartiers de Maroua et ses environs sont inondés. Et les ponts verts et rouges, situés en plein cœur de la ville de Maroua, sont aussi sous la menace des eaux du Mayo Kaliao. Le réseau électrique a aussi été endommagé suite à ces fortes précipitations à Maroua. Et un malheur ne venant jamais seul, je signale également cet autre effondrement, mais d'un pylône cette fois-ci, et toujours suite aux mêmes averses dans l'extrême nord à Maroua. Maroua est donc dans l'eau noire, tout comme Mokolo, Moura, Kailé, Bogo, mais également Kousseri, Yagua et Maga. Les équipes de la Sonatrel sont mobilisées pour les réparations nécessaires au rétablissement de l'alimentation en électricité. Nous y reviendrons. Un mot en politique pour faire le point des inscriptions sur les listes électorales à quelques heures de la clôture du processus. Ambiance plutôt morose dans les antennes d'Elections Cameroun. Le coronavirus n'a pas permis la sensibilisation de proximité. Atmosphère dans quelques bureaux de Yaoundé. Daniel Menanga. Citoyen de la dernière heure cherche voix au chapitre. Ça y est. Et Louis est le premier arrivé dans cette antenne communale. Il est 9h30 du matin. Il faut participer aux élections. Et la dernière minute, en fait, j'ai changé de résidence. Ultimes heures pour exister sur les listes électorales et seulement une dizaine de personnes au maximum enregistrées chaque jour dans les démembrements d'Elections Cameroun, ici à Yaoundé. Depuis le 9 avril, nous avons procédé à une sensibilisation à travers des affiches et nous allons aussi élaborer des pancartes. Globalement,
Dans notre antenne, nous avons une cinquantaine d'inscrits. Les restrictions de la pandémie imposées au cours d'une période post-électorale, voici le cliché. Allons maintenant vers cette autre information. Le chef de la mission Médecins sans frontières au Cameroun, notamment le docteur Tamakloé Koko, qui était en audience ce lundi au ministère des Relations extérieures. Le diplomate a été reçu par les ministres Lejeune Belambela des Relations extérieures et Paula Tangandji de l'administration territoriale. Le point de la coopération et les activités que mène Médecins sans frontières sur le triangle national étaient essentiellement au cœur des échanges. Le gouvernement camerounais met en garde Médecins sans frontières quant à certaines activités menées en zone de conflit. Dans le dossier, la couverture santé universelle qui est en bonne voie, la signature du contrat de partenariat public-privé entre le gouvernement et Assurance universelle Cameroun est effective depuis la semaine dernière. Que peut-on en espérer et what next, comme on dit en anglais? Question à Séverin Legambélé. On est parti d'une instruction du président de la République sur la mise en place d'une couverture santé universelle, à la traduction dans les faits d'un processus visant à donner un meilleur accès aux services de santé. Et comme le précise l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un système de soins à un coût abordable, un système qui garantit l'accès aux médicaments et technologies médicales, la disponibilité des personnels de santé en nombre suffisant, bien formés et motivés. Pour le cas du Cameroun, la signature du contrat de partenariat public-privé a pour le moins l'avantage de donner des indications sur le cahier des charges de tous les partenaires au projet. Pour ce qui concerne la santé, et notamment le secteur pharmaceutique, nous savons que la qualité des soins, la qualité et la sécurité des médicaments, la production locale et surtout la gouvernance pharmaceutique, nous espérons que tout cela va être fortement impacté positivement avec l'arrivée de cette couverture santé universelle. La mise en œuvre de la couverture santé universelle, c'est beaucoup de choses à la fois. La garantie des services de santé essentiels, le conventionnement des formations sanitaires publiques et privées, le contrôle médical et des paiements des factures des prestataires agréés. Tout cela a besoin d'être clarifié au fur et à mesure que le processus avance pour une meilleure appropriation des populations bénéficiaires. Voyons à présent comment les choses vont se passer concrètement pour vous et moi, tous candidats à cette couverture santé universelle. Qui va en bénéficier et au prix de quoi? Explication de Oswald Medon. Dans le bulletin de santé national, c'était assurément la prescription la plus attendue. Aujourd'hui, la couverture santé universelle est actée. Permettre à toutes les populations d'avoir un accès équitable. Et même lorsqu'on dispose des moyens pour accéder à ces soins de santé de qualité, il faudrait éviter que celui qui les paye s'appauvrisse. D'où la nécessité d'un mécanisme de solidarité nationale. Les professionnels de santé saluent unanimement cette avancée. Son caractère universel, donc accessible à tous les Camerounais résidant sur le triangle national, justifie le partenariat public-privé qui l'encadre. Le PPP est une opportunité, c'est une initiative privée, mais qui rencontre l'assentiment d'une politique publique. On bénéficiera tous d'une carte d'immatriculation à la CSU, des prestations dans les formations sanitaires publiques ou privées, mais on ne verra jamais tout l'arsenal informationnel et informatique qui se cache derrière l'accès aux soins. Encore quelques mois d'attente et la CSU pourra faire ses premiers pas assurés dans les formations sanitaires du Cameroun. Et je vous propose à présent l'avis d'un expert sur le modèle choisi par le gouvernement du Cameroun et qui repose essentiellement, vous l'avez vu, sur les assurances. Jean-Bruno Essono Oyono est justement assureur. Il s'est confié à Franck Evina. Et ça peut être une très bonne chose du moment où ça facilite l'accès à une plateforme technique à monsieur tout le monde. Quand on a un souci, on ne nous demande rien. Si on est couvert à 100%, vous vous rendez seulement chez le médecin, il vous soigne. Et vous rentrez chez vous. Dans le cas de l'assurance santé universelle, il n'y a pas une prime, il n'y a pas de contrepartie. C'est la différence. Par contre, dans l'assurance en général, il y a une contrepartie. Alors là, M. Lambda ne payera rien. Il bénéficie seulement des avantages de cette couverture qui est aux frais de l'État. Encore faut-il savoir si les garanties complémentaires seront prises en charge, c'est-à-dire les soins dentaires, les lunettes, l'accouchement. Je proposerai ce qui n'est pas pris en charge. Moi, je proposerai mieux que ce qui est pris en charge dans le cadre de l'assurance universelle.
Et pour être tout à fait complet sur cette question, j'accueille le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au 20h30. Merci. Ce n'est pas la première fois. Oui, ce n'est pas la première fois. Mais vous savez, quand on vient chez vous, on a toujours cette manière de faire et cette information qu'on voudrait porter aux populations. Et justement, s'agissant des informations, vous venez de conclure ce partenariat avec la Société Santé Universelle Cameroun, début de l'aboutissement d'un engagement du chef de l'État, pourrait-on dire. Tout le monde veut maintenant savoir comment va se passer sa mise en œuvre au profit des Camerounais, qui devrait en bénéficier et à quelles conditions? Disons déjà tout simplement que nous sommes là dans la mise en application d'une très haute directive de son Excellence Paul Biya, le président de la République, qui avait promis dès son septennat de 2011 aux populations camerounaises la couverture santé universelle. Et ça a pris un peu de temps pour la maturation, mais nous sommes contents aujourd'hui, sous l'égide de M. le Premier chef de gouvernement, de dire que nous avons franchi un pas décisif dans la mise en œuvre de cette couverture santé universelle. Mais cependant, il va falloir attendre encore un tout petit peu parce qu'il y a des conditions pour l'entrée effective, n'est-ce pas, en jeu de cette... L'attente sera longue? On peut déjà savoir à peu près à quand? Disons relativement. Nous projetons pour le premier semestre 2021. Pour celui qui a attendu 7 ans, il va dire que ce n'est pas long. Pour celui qui n'a pas attendu, il va dire que c'est trop long. Et donc, Monsieur le ministre, quelles assurances donne ce partenaire que vous avez choisi et qui n'est ni totalement camerounais, ni entièrement étranger? Non, disons que le processus est très, très simple. Nous avons subi, n'est-ce pas, l'encadrement législatif et réglementaire des contrats de partenariat au Cameroun. Et donc nous avons eu cette offre-là que nous avons soumise d'abord à l'organe qui est en charge des contrats de partenariat, qui est le CARPA, qui a donné un avis sur l'éligibilité du projet au niveau du Cameroun. Et vous vous souvenez bien, si ce n'est pas le seul contrat de partenariat que le CARPA examine. Et donc, ils ont passé au pain fin et ils se sont rendus compte qu'ils avaient la compétence en termes d'expertise, ils avaient les moyens en termes de financement et ils nous ont donné leur non-objection pour qu'on poursuive, n'est-ce pas, avec cette entreprise. Et donc nous pensons que nous avons un partenaire privé à qui nous faisons confiance. On va juger le maçon au pied du mur. Et donc nous pouvons y aller avec toutes les assurances. Je suis tout à fait sûr que si le CARPA a donné sa non-objection, si le Premier ministre chef de gouvernement qui conduit ce projet l'a pris à ce niveau-là, il n'y a pas de raison pour que nous, à ce stade, tout au moins de la procédure, que nous doutions de quelque chose. Maintenant, nous sommes simplement en train de mettre en place des encadrements pour pouvoir garantir d'abord les intérêts de l'État, les intérêts des particuliers, et pour que les choses se passent de manière, j'allais dire, sereine et confiante. Parce qu'il y a un comité, un paritaire de suivi et d'évaluation qui sera mis en place pour voir comment est-ce que le contrat s'exécute. On va donc suivre les travaux de ce comité. Abordons, si vous le voulez bien, un sujet qui est dans l'air du temps, le coronavirus. Après 6 mois au front ici au Cameroun, le Cameroun est pratiquement envié pour ses résultats, notamment donc le nombre de guérisons. Mais il reste, je crois, Monsieur le ministre, des points à améliorer dans cette riposte. Quels sont ces points selon vous? Oui, nous avons quelques points à améliorer, mais peut-être avant d'arriver aux points à améliorer, nous devons reconnaître que l'expérience camerounaise a beaucoup de success stories qu'il faudrait faire connaître au monde. C'est ce que j'ai dit. Parce que vous savez très bien, avant même l'arrivée du premier cas au Cameroun, le président de la République avait déjà pris des mesures pour prévenir une éventuelle importation du virus au Cameroun. Et donc, cette coordination forte de la plus haute autorité du Cameroun est quelque chose qu'il faudra saluer. Nous avons entre autres la prise en charge des cas, les laboratoires, parce que nous en avons 15 sur l'ensemble du territoire. À côté de nous, il y a des pays qui n'ont pas un seul laboratoire. Et puis, il y a quelque chose dont on n'en parle pas assez, c'est la prise en charge psychologique. C'est une expérience, j'allais dire... Par le corps médical. Oui, par le corps médical et par les assistants sociaux, parce qu'en réalité, l'assistance sociale, je vais dire en réalité, parce que c'est un corps de métier.
Hein. Et donc ça, on a mis en avant dès les premières heures, et ça, c'est ce qu'on ne dit pas assez. Maintenant, il y a des faiblesses, effectivement, des points à corriger. D'abord, la production scientifique. Nous avons fait beaucoup de choses. Elle n'est pas de qualité ou elle n'est pas suffisante? Elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Nous avons aussi le pan de la sensibilisation et de l'engagement communautaire que nous devons doper parce que nous constatons qu'il y a un relâchement en ce moment. Du respect des mesures barrières. Des mesures barrières, le port systématique des masques. Et donc, nous voulons aller vers les communautés, surtout les leaders religieux, les leaders traditionnels, les leaders d'opinion et politique, pour leur dire de sensibiliser davantage, de trouver les mots justes pour convaincre les populations et les amener vers le respect des mesures de santé publique. Et donc, voilà un peu quelques points qui qui méritent d'être dopés avant que nous puissions nous acheminer véritablement vers l'aplatissement de la courbe. Alors, il y a le CHAN qui est en vue. Nous ne parlerons pas de la compétition elle-même, même si vous êtes un grand sportif. Nous parlons des conséquences de la préparation et même de la tenue du CHAN, au nombre desquels donc le démantèlement des installations sanitaires dans un certain nombre de stades que vous connaissez. Vous confirmez cette information? Je ne dirais pas démantèlement, je dirais simplement déplacement de ces infrastructures. Parce que nous restons toujours dans la zone. Il y a une grande différence parce qu'en réalité, démanteler complètement, ça voudrait dire que nous perdons le nombre de places qu'on avait à ces endroits-là. Mais nous perdons plutôt, nous allons perdre quand même quelques ressources, notamment en termes d'infrastructures qui vont être endommagées. Est-ce que vous partagez le sentiment de certains qui pensent que c'est un gaspillage de ressources quand même? Au contraire, je voudrais dire ici haut et fort que nous avons fait deux choses. Première chose, c'est que nous avons fait, que ce soit au stade Bapelépé, que ce soit au stade militaire, ce n'est pas des infrastructures qui sont perdues d'avance. Parce qu'en réalité, tous les équipements qui sont au niveau de ces deux infrastructures de prise en charge du Covid+, vont être reportés, soit dispatchés dans des formations sanitaires ou alors dans les unités d'adossement que nous allons mettre en place. Maintenant, et disons-le comme ça, parce que les tentes que vous voyez là-bas, c'était des tentes que la société... On n'y avait pas pensé en allant installer ces infrastructures dans les stades? Si, nous y avions pensé. Et vous savez que quand on est en épidémie, il faut toujours voir des choses et prendre une longueur d'avance sur l'épidémie. Je crois que si nous n'avions pas fait ces infrastructures, on nous aurait en voulu parce que on nous a annoncé quand même, souvenez-vous, l'hécatombe en Afrique. On nous a annoncé 5 millions de personnes qui devraient être dans les hôpitaux et tout. Si nous n'avons pas pris le devant, je crois que ça devrait être une faute. Au contraire, donc nous sommes dans ce cadre-là sur le déplacement simplement d'une unité de 100 lits du stade militaire pour un autre endroit. C'est la même chose que nous ferons au niveau du stade Bapelépé. Pour toujours être en stand-by, on ne sait jamais. Parce qu'en matière d'épidémie, je vous ai parlé tout à l'heure d'un relâchement. Et si ce relâchement perdure, nous pouvons repartir. Donc, nous sommes en train de prendre des précautions tout en veillant à ce que l'épidémie se tasse plutôt et ne reparte plus à jamais. Monsieur le ministre, au moment où cet entretien va s'achever, je voudrais justement, pour ne pas laisser ceux qui nous regardent sombrer dans ce relâchement, vous proposer un geste barrière avant qu'on ne se sépare. Merci beaucoup. Mais je voudrais dire quand même que dans le cadre de cette épidémie, nous avons beaucoup de gains. Gains en infrastructure, parce que nous avons adossé des infrastructures dans tous les chefs-lieux des régions, à l'hôpital régional. Nous avons gagné en équipement aujourd'hui. Nous pouvons dire que dans chaque hôpital district, nous avons 2 concentrateurs d'oxygène, 2 respirateurs. Nous avons gagné en ambulance. Nous avons gagné en formation parce que nous avons formé beaucoup de ressources humaines. Et donc, notre système de santé va sortir de cette épidémie renforcé. Et c'est ça qui nous satisfait beaucoup. Le combat va donc continuer avec beaucoup plus d'assurance. Monsieur le ministre de la Santé publique, merci d'être venu ce soir aux 20h30. C'est moi qui vous remercie.
Et bonne suite pour la poursuite de cette bataille contre le coronavirus. Face aux ravages de la pandémie, justement, les populations se tournent en grand nombre, vous devez être au courant, monsieur le ministre, vers les plantes et les écorces, ce qui fait d'ailleurs la fierté des praticiens de la médecine traditionnelle. Ceux de la région de l'Ouest Cameroun se frottent d'ailleurs les mains. C'est dans ce reportage de Christelle Kemenier. La pandémie du coronavirus donne plus de visibilité à la médecine traditionnelle. Dès le début de la pandémie, les populations de l'Ouest se sont ruées vers les tradithérapeutes pour acheter des médicaments faits à base des plantes. J'en prends plus d'habitude parce que ça a traité plusieurs maladies. Pas seulement le Covid, le curcuma, l'aloe vera. Je suis bien satisfait dans la médecine traditionnelle. Pour les tradithérapeutes, la pandémie de coronavirus leur a permis de se mettre en avant et de redorer leur blason aux yeux de tous. Depuis, le travail abattu par les tradithérapeutes sur le terrain était méconnu. Mais comme le Covid est venu, beaucoup qui ne consommaient pas plantes médicinales aujourd'hui en consomment. Seulement, ils attendent beaucoup des pouvoirs publics. Si l'État pouvait nous donner au moins des moyens, c'est que vraiment on n'en parle même pas. Ils souhaitent que leurs doléances soient prises en compte par les autorités pour une collaboration plus efficace. Les jeunes de la région de l'Est invités à accompagner les pouvoirs publics dans la lutte contre le coronavirus. L'appel est de la présidente du Conseil national de la jeunesse, Fadimatou Yawa Ousmanou, qui conduisait à Bomban la carte. Fadimatou Yawa Ousmanou à travers le pays, le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, dans sa posture d'élite locale, a bien voulu l'accompagner dans cette initiative. Nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les populations, accompagner de son excellence Monsieur le ministre Joseph Lé, afin que les populations d'Abomban, les populations du Oignon puissent respecter les mesures barrières. L'occasion faisant le larron, les jeunes ont été sensibilisés sur diverses notions, parmi lesquelles jeunesse et entrepreneuriat, éducation civique et la santé menstruelle au cours de cette vaste campagne. De nombreux lots et kits d'hygiène ont été remis aux participants en présence du ministre Joseph Lé, désigné ambassadeur de lutte contre le Covid-19 dans la région de l'Est par la présidente nationale du CNJC. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le Cameroun maintient sa présence au front contre le coronavirus. Un accent est mis ce soir sur la vigilance. Il y a tout un code de conduite qui est recommandé par les autorités en ce qui concerne les célébrations des événements dans la société. Évariste Yenga, vous êtes au centre des opérations des urgences de santé publique en ce moment même, où vient de s'achever le point de presse quotidien. Bonsoir Évariste. Quel est ce code de conduite ? Bonsoir Romuald, c'est un code de conduite qui a été présenté ce soir par le docteur Linda Esso, qui est sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique. Un code de conduite en cohérence avec les mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et qui s'appuie également sur les restrictions prescrites par les autorités camerounaises. Le code de conduite s'applique aux manifestations de la vie sociale telles que les mariages, tels que les anniversaires, les obsèques et d'autres événements de célébration en communauté. Eh bien, il est demandé aux personnes de renvoyer autant que possible, de reprogrammer ces événements qui peuvent attendre à la période post-Covid. À défaut, s'il est question d'anticiper, alors il faut se conformer à ce code de conduite qui exige qu'on ait les possibilités de laver les mains avant d'accéder
accéder au site, il est recommandé de réduire le nombre de personnes au minimum, moins de 50. Il faut également pouvoir porter son masque et en même temps, il est recommandé de célébrer pour la plupart en plein air où l'air circule. Pourquoi ce code de conduite? Tout simplement parce que la promiscuité entraînée lors de ces événements est favorable à la propagation du virus. Donc, une fois encore, limiter les célébrations autant que possible. Voilà l'essentiel du message de ce soir. À vous le plateau. Merci Évariste et bonne soirée à vous-même. Direction Kribi, mais pas pour un tour à la plage. L'autorité portuaire nationale est opérationnelle à Kribi et à Limbe dans le sud-ouest. Les antennes locales de cet organisme ont été inaugurées la semaine dernière pour assurer la régulation et l'amélioration de la compétitivité des ports autonomes. Salvador Ducha. Organe technique du ministère des Transports, créé en 1998, l'APN, cheville ouvrière de la coordination et du suivi portuaire, joue un rôle important dans le processus de construction d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Ceci à travers la valorisation et la promotion de l'espace portuaire camerounais. L'ouverture de l'antenne de Kribi située au quartier administratif obéit à une politique maritime de proximité. Le travail que fait la direction générale, étant à Yaoundé, pourra être fait désormais sur place par les antennes. On aura un gain en temps et un gain en efficacité. Pour renforcer la proximité de l'autorité portuaire nationale, le port de Limbe, dont les statuts ont été réorganisés et approuvés suite au décret du chef de l'État le 5 mai dernier, a vu l'APN déposer aussi ses valises au quartier Ngemi, à Limbe, en face du stade Omnisport. Il est clair que l'autorité portuaire nationale devra, avec les autres opérateurs sur place, faire de Limbe un port compétitif et un port sûr. Un éclatement qui obéit au nouveau modèle organisationnel impulsé par le conseil d'administration pour faire face à la concurrence maritime. Kribi, Douala et Limbe seront complémentaires pour faire face à la concurrence. Doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière depuis le 9 avril 2020, l'APN qui amarre dans les villes portuaires de Limbe et de Kribi est, d'après les autorités administratives et l'ensemble de la communauté portuaire, une chance pour le Cameroun. Le Cameroun qui, de la vie des experts, a tout pour être le leader maritime dans la sous-région Afrique centrale grâce à l'autorité portuaire nationale, laquelle dispose désormais des services capables d'apporter leur expertise sur des questions stratégiques liées à la compétitivité et au développement des places portuaires nationales. Place au sport, championnat d'Afrique des nations de football Cameroun 2021. À 4 mois de la compétition, les Lions A' se préparent. L'entraîneur sélectionneur national Yves-Clément Aroga vient de publier une liste de 30 joueurs pour un stage prévu du 15 au 28 septembre 2020. Joseph Guetta-Mandeng. Les 30 joueurs convoqués par l'entraîneur-sélectionneur Yves-Clément Aroga sont des habitués de cette sélection des Lions indomptables A'. 3 gardiens de but, Simon Omosola de Bamboutos de Mbouda, Junior Dandé d'APGS de Fou et Letizi Epané de Stade Renard de Melon. 8 défenseurs issus de 7 clubs, Coton Sport, Colombe, Edding Sport, PWD, Union et FECHFC. Le milieu de terrain est le compartiment le plus fourni avec 13 footballeurs de différents talents. 5 défensifs, 3 offensifs et 5 joueurs de couloir. 6 attaquants, dont le plus régulier, Samuel Lent de l'Union sportive de Douala, aux côtés des autres feux follets venus de PWD, Bamboutos, Stade Renard et APGS. En tout, 30 joueurs sélectionnés dans 12 clubs de Ligue 1. 9 footballeurs figurent sur une liste d'attente pour d'éventuelles solutions de rechange. Le stage se fera du 15 au 28 septembre. Et c'est le premier rassemblement après l'arrêt précipité des championnats de football au Cameroun en mars dernier. Je signale ces 3 télégrammes officiels du président de la République du Cameroun adressés respectivement à Sa Majesté Abdullah Shah, roi de Malaisie, à son Excellence Souronbay Djinbekov, président de la République kirghize, et ce dernier qui va à son Excellence Polamae Wix,
président de la République de Trinité et Tobago. Ces correspondants sont adressés donc à l'occasion de la fête nationale que ces pays commémorent chacun ce 31 août. Et évidemment, ce sont des correspondances signées du président de la République, Paul Biya. Ainsi va le Cameroun. Juste après ce journal, Présidence Actu, Yves-Marc Medzo reçoit Dr Chi Assafor Cornelius. C'est le secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour prendre la mesure de la pratique du français et de l'anglais dans certaines administrations publiques. À titre principal, évidemment, les récentes actualités au Palais de l'Unité. Excellente soirée sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. CRTV News, ici, toute l'info.